Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire organisé par l'Institut français d'hypnose. On voit les participants qui sont en train d'arriver. Écoutez, je pense que nous pourrons démarrer. Bienvenue donc pour ce webinaire. Ce soir, nous accueillons Isabelle Prévost et Élise Lelarge. Nous sommes également avec Estelle qui s'occupe de la communication de l'Institut français d'hypnose. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce nouveau format qui est un schéma en fait d'ouverture vers une autre thématique connexe aux activités de l'Institut français d'hypnose et en lien avec l'actualité des docteurs, donc Élise Lelarge et Isabelle Prévost, qui ont publié une nouvelle édition de leur ouvrage. Et l'objectif, du coup, c'est d'évoquer ce soir cet ouvrage, pourquoi il a été écrit. Et quel est son contenu, etc. Donc, voici le programme de la soirée, de cette session. On va commencer par une rapide présentation de l'Institut français d'hypnose et ensuite, on laissera la parole à Isabelle et Élise. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en cliquant sur la partie Q et R, donc questions et réponses sur votre écran, et on y répondra à la fin de la session. La durée prévue pour cette présentation est d'environ une demi-heure et ensuite on passera aux questions-réponses que l'on traitera à la fin de la session. Donc, très rapidement, l'Institut français d'hypnose est un organisme de formation créé en 1990 par le professeur Didier Michaud, qui donc forme les professionnels de santé en hypnose à visée thérapeutique ainsi qu'en communication thérapeutique. Et également, nous fournissons un certain nombre de services d'information aux patients sur notre site internet, donc hypnose.fr, avec un certain nombre d'informations donc, sur l'hypnose et également un annuaire des professionnels de santé formés en hypnose médicale. Je vais immédiatement passer la parole à Isabelle et Élise, et donc on se retrouve un peu plus tard pour les questions. Bonjour, merci à tous de vous être inscrits dans ce webinaire de présentation de notre ouvrage, donc Adultes à haut potentiel, déployez vos talents, pour sa deuxième édition qui est parue au mois d'août 2024. Donc je suis Élise Lelarge et ma collègue Isabelle prendra la parole tout à l'heure. Nous sommes toutes les deux les auteurs de ce livre, médecins, psychiatres et psychothérapeutes, et nous avons une pratique clinique centrée sur la psychothérapie, inscrite dans le courant de l'hypnose ericksonienne et des thérapies brèves. Et nous pratiquons depuis une quinzaine d'années dans ce domaine. Nous recevons en thérapie des personnes toutes seules, mais aussi des familles ou des couples. Et nous animons aussi des groupes de patients, notamment pour l'apprentissage de l'auto-hypnose, ou des groupes de personnes à haut potentiel pour l'aide à la gestion qu'elles ont des difficultés liées à cette spécificité. Nous sommes également, Isabelle et moi-même, formatrices en hypnose et en thérapie brève pour les professionnels de santé, notamment à l'Institut français d'hypnose, qui organise ce webinaire et qui propose des formations de qualité en hypnose pour les professionnels de santé, en psychothérapie, mais aussi dans les soins médicaux et paramédicaux pour la gestion de la douleur notamment. Nous participons pour continuer notre formation à des congrès nationaux et internationaux dans ces domaines. Et nous avons écrit deux autres ouvrages. Le premier qui s'appelle Prendre soin de soi par l'auto-hypnose et qui sera réédité mi-novembre 2024, qui est un guide de pratique de l'auto-hypnose à destination des adultes. Et un autre ouvrage qui s'appelle De la chenille au papillon, j'aide mon enfant à grandir, qui propose des exercices d'auto-hypnose pour les enfants de 4 à 17 ans et qui est un livre de soutien à la pratique des exercices, aussi bien pour les enfants que pour les parents qui veulent accompagner leur enfant. Et nous animons aussi un site d'auto-hypnose qui propose des exercices de pratique de l'hypnose avec des fichiers sons enregistrés entièrement gratuits et qui se trouve à l'adresse qui est autohypnoseintégrative.com. Je vais maintenant passer la parole à Isabelle qui va vous présenter le livre plus en détail. Alors, ce livre, il s'adresse donc aux patients, mais aussi aux professionnels de santé qui souhaitent disposer d'exercices et de métaphores utiles pour accompagner leurs patients. Il est né de la pratique des groupes de thérapie dont a parlé Élise. Ces groupes de thérapie s'adressent à des patients à haut potentiel et nous les organisons au cabinet depuis plusieurs années déjà. Ce sont des groupes vraiment d'exercices thérapeutiques, d'explications scientifiques, de partage de compétences,
et de solutions pour faire face aux difficultés qui peuvent être ressenties par les personnes de ce profil. Et ce sont les participants de ce groupe qui nous ont suggéré il y a quelques années la rédaction d'un document de synthèse des apports de ces groupes que nous avons animés avec eux. Donc, on a donc rédigé une première version qui a été publiée en 2018 et la deuxième édition que nous vous proposons aujourd'hui est enrichie de 2 chapitres. Pour cette deuxième édition, donc, le livre est composé de 3 parties. Une première partie qui concerne le fonctionnement et les différences liées au haut potentiel. Cette première partie comporte 4 chapitres qui permettent d'appréhender les enjeux du diagnostic, l'intérêt de mieux comprendre son fonctionnement intellectuel, l'impact de l'hyperexcitabilité neurologique et enfin un dernier chapitre qui permet de mieux comprendre notre approche thérapeutique qui est basée sur l'utilisation de métaphores et d'histoires qui permettent de mieux appréhender la réalité. Cette précision dans notre pratique est importante puisque notre propos n'est pas de déterminer des vérités, mais de permettre à chacun, à travers des métaphores, de mieux comprendre ses particularités de fonctionnement afin d'être plus à l'aise avec ce fonctionnement atypique. Un exemple de cette approche métaphorique et que je développerai plus longuement tout à l'heure, c'est l'analogie entre la façon dont poussent les bambous et les besoins d'incubation de certaines personnes à haut potentiel dans la réflexion spécifique du cadre scolaire ou professionnel, par exemple, quand un travail doit être rendu et avant que le travail ne soit concrétisé. Dans cette métaphore des bambous, donc au départ, les bambous font des amas de piles souterrains qui ne sont pas visibles à l'œil nu et dont les promeneurs peuvent ne pas du tout avoir conscience. Et c'est ce qui fait qu'on a l'impression que les bambous ont une croissance rapide, c'est que cet amas de piles permet aux bambous de n'avoir que la partie la plus légère à fabriquer et que quand ils sortent de terre, tout est déjà prêt sous la terre. Et ce parallèle de ce travail souterrain est assez fréquent dans le fonctionnement intellectuel de beaucoup de personnes à haut potentiel qui peuvent avoir réfléchi à leur sujet de thèse, de mémoire pendant longtemps sans forcément s'en rendre compte, à l'occasion d'une activité sportive, à l'occasion de rêves, à l'occasion de promenades. Et d'un seul coup, le mémoire peut être prêt sans que la personne elle-même ait pu avoir le temps de comprendre ce processus interne ou parfois sans que les collègues aient pu avoir d'écho ou d'informations sur ce travail souterrain qui se déroulait. Savoir reconnaître qu'on dispose de ce mode bambou, ça peut être utile déjà pour valoriser tous les temps de travail informel ou atypique et aussi pour pouvoir comprendre que les collègues qui n'ont pas ce mode de fonctionnement peuvent avoir besoin d'informations ou de balises témoignant de l'avancée du travail intérieur. Cette deuxième partie, la deuxième partie de ce livre, pardon, se focalise sur les 7 besoins des personnes à haut potentiel. Ce sont 7 besoins qui nous semblaient essentiels et surtout communs aux personnes qui ont un fonctionnement atypique, au-delà des éléments de personnalité et d'histoire de vie. Ces besoins, c'est le repos, la nécessité de se réconcilier avec les émotions, le besoin de développer la confiance en soi, la nécessité d'acquérir des compétences sociales, d'apprendre à s'organiser pour développer une méthodologie efficace et enfin d'apprendre à naviguer entre les limites et les contraintes du haut potentiel pour enfin accepter cette différence. Le chapitre sur la confiance en soi et le chapitre sur l'organisation et la méthodologie sont les nouveaux chapitres de cette édition. Et Élise prendra juste après moi un moment pour vous parler du chapitre sur les émotions. Enfin, la troisième partie propose un cahier métaphorique de 15 métaphores. Ces métaphores sont des supports d'exercice, des supports d'analogie, d'ancrage, qui vont permettre une meilleure identification de la difficulté à affronter en repérant les aspects positifs et négatifs de l'image. Et je vous présenterai tout à l'heure plus en détail 2 métaphores ainsi que la manière de les utiliser et des exercices qui peuvent en découler. Enfin, à la toute fin du livre se trouve ce qu'on a appelé un cahier du curieux
dans lequel nous avons regroupé des explications sur l'hypnose et l'auto-hypnose, des informations sur les études neuroscientifiques, des témoignages de patients. Il comporte donc des informations qui sont un peu en marge des stratégies thérapeutiques proposées tout au long de l'ouvrage, mais qui peuvent apporter un complément d'éclairage sur le haut potentiel. Élise, si tu veux prendre la suite. Donc, sur le site de l'éditeur, donc chez Duno, à la page de l'ouvrage, vous pouvez télécharger un PDF gratuit des 28 premières pages de l'ouvrage pour vous faire une idée un petit peu de comment il est présenté. Et vous pouvez aussi écouter chez vous 2 exercices d'auto-hypnose qui sont proposés, le foot bassin et le voyage hypnotique. Donc, c'est très accessible sur le site de l'éditeur. Je vais maintenant vous présenter le chapitre sur les émotions de la seconde partie de l'ouvrage. Donc, cette deuxième partie, comme a dit Isabelle, est centrée sur les 7 besoins des adultes à haut potentiel. Et chaque chapitre est est construit de la même façon, avec d'une part un apport théorique, d'autre part des exercices pratiques, des exemples cliniques et des schémas explicatifs, avec une approche didactique et progressive. Donc, les exercices ont des étapes qui vont vous permettre d'accéder progressivement à des exercices de plus en plus spécialisés. Le but étant de vous permettre d'acquérir l'autonomie dont vous avez besoin dans le domaine concerné et dans la pratique de l'auto-hypnose. Les exercices sont faciles à réaliser et ne nécessitent pas de connaissances antérieures à la lecture du livre. Donc, dans ce chapitre, vous apprendrez d'abord à identifier les différentes émotions et à savoir les reconnaître, et notamment à reconnaître leur rôle social ou à différencier un sentiment d'une émotion. Vous pourrez ensuite effectuer un exercice qui vous permettra de retrouver les signaux corporels de vos émotions, donc d'identifier vos émotions, mais aussi de dépister les fausses émotions ou les émotions écran qui viennent remplacer des émotions plus authentiques. Vous apprendrez également à réguler vos émotions avec notamment des métaphores ludiques et faciles à utiliser, comme celle du robinet que vous pouvez décrire là sur l'écran. Le tuyau représentant le niveau 0 de la régulation émotionnelle, où toute l'eau qui arrive dans le tuyau sort de l'autre côté du tuyau. La plupart des adultes ont réussi à placer au moins une vanne d'urgence qu'ils peuvent mettre en position ouverte ou fermée, avec des systèmes émotionnels qui sont soit bloqués, soit un petit peu trop expansifs. Et nous vous conseillons d'ajouter à ce système de régulation un robinet que vous voyez sur l'écran et de raccorder le tuyau, la vanne d'urgence et le robinet pour avoir une régulation beaucoup plus fine en maintenant en place la vanne d'urgence au cas où. Ces apprentissages essentiels de régulation des émotions permettent de se sentir plus à l'aise sur le plan social en discernant les contextes et les moments où il est intéressant ou pas d'exprimer ses émotions. Après ces apprentissages fondamentaux, vous aurez des exercices plus spécifiques qui concernent les adultes à haut potentiel, comme parfois la recherche plus ou moins volontaire de l'exacerbation émotionnelle. La recherche des sensations fortes étant quelque chose que l'on peut retrouver assez fréquemment chez ce type de personnalité. Et vous pourrez apprendre à en déjouer les pièges, notamment si elles ne vous servent qu'à lutter contre l'ennui. Mais peut-être que d'autres personnes se sentiront plus concernées, au contraire, par une hypersensibilité qui a entraîné, peut-être parce qu'elle est présente depuis l'enfance, un blocage intense de vos émotions. Et vous serez intéressé d'apprendre progressivement à reprendre un contact sécurisé petit à petit avec vos émotions en vous réconciliant avec les sensations que procurent ces émotions. Le chapitre abordera ensuite la notion plus théorique des troubles de l'attachement, qui sont des difficultés liées au développement affectif dans l'enfance, en relation avec la façon dont les adultes qui se sont occupés de vous ont pris soin de vous, et à la construction de votre moi personnel. La lucidité qui caractérise les enfants à haut potentiel et leur acuité à observer les adultes et à repérer les failles peut entraîner parfois des difficultés dans ce domaine de la construction de soi. Le chapitre vous apportera enfin de l'aide sur les spécificités de la relation amoureuse, qui peut être parfois complexe, mais aussi sur les spécificités liées à l'empathie
et la nécessité de la réguler pour ne tomber ni dans la contagion émotionnelle, qui veut dire que je ressens de façon hyper intense toutes les émotions de toutes les personnes qui sont autour de moi, ce qui peut être très invalidant dans la vie quotidienne, et ne pas tomber dans, à l'inverse, le piège de l'indifférence affective, c'est-à-dire de me couper totalement de toutes les émotions et de ne plus rien ressentir par rapport aux personnes qui sont autour de moi. Je vais redonner la parole à Isabelle qui va vous présenter maintenant 2 métaphores de la 3e partie de l'ouvrage. Donc, ces métaphores, comme on en a parlé, sont des supports d'exercice et surtout de compréhension de ce mode de fonctionnement particulier. La première métaphore que je vais détailler avec vous est celle de la Ferrari, de la voiture de course. C'est une métaphore qui est quand même fréquemment utilisée dans le cadre du haut potentiel. Sur le plan visuel, donc comme vous pouvez le voir là, chaque métaphore est illustrée avec une image qui peut vous servir d'ancrage visuel. Vous pouvez tout à fait prendre en photo cette métaphore, l'imprimer, la redessiner, acheter une mini Ferrari jeu pour la placer sur votre bureau et vous rappeler les nécessités de prendre soin de votre Ferrari. Car cet ancrage va vous aider à modifier, à améliorer la prise en compte de vos particularités. En dessous de cette illustration, de cette carte, vous pouvez trouver des phrases courtes de décryptage de la métaphore avec ses aspects positifs, mais aussi ses limites et les points de vigilance nécessaires. La Ferrari, c'est donc une voiture de course qui incarne la puissance, la vitesse, l'excellence, mais si elle va trop vite, il ne sera pas possible d'admirer le paysage dans un premier temps. Elle peut aussi tomber en panne d'essence car on aura roulé trop longtemps sans être vigilant sur sa propre jauge d'essence. Et enfin, si on en perd le contrôle, on peut entraîner un accident. À l'inverse, on peut aussi dégrader sa voiture si on a la chance d'en posséder une, mais qu'on n'ose pas la sortir du garage et l'amener sur un circuit. Et la voiture restant immobilisée trop longtemps peut se dégrader. Et puis, une Ferrari, ça nécessite aussi la gestion de la circulation dans les embouteillages, car le possesseur d'une Ferrari peut évidemment apprécier de circuler à pleine vitesse sur un circuit de course. Seulement pour entrer et sortir de ce circuit de course, il y aura une nécessité d'emprunter des voies de circulation communes à d'autres voitures, des voitures familiales, des tracteurs, des véhicules utilitaires. Et la Ferrari aura besoin d'apprendre à gérer son impatience pour pouvoir faire face à ces voitures d'un autre type qui n'y sont pour rien d'être des voitures familiales ou utilitaires et qui ont à certains moments de la vie à emprunter les mêmes axes qu'elles. On voit bien à travers cette métaphore tous les parallèles possibles avec le fonctionnement du haut potentiel, le risque de burn-out si on n'a pas été vigilant à sa propre jauge d'essence, la nécessité de développer un faux self pour masquer les compétences qu'on a laissées au garage, l'impatience vis-à-vis des collègues ou des éléments familiaux ou amicaux qui nous entourent et qui ont un rythme plus lent. Et cette métaphore va donc permettre d'identifier les difficultés ou les compétences liées à ce fonctionnement atypique. Sont ensuite proposés en lien avec cette métaphore des exercices, comme celui, par exemple, d'apprendre à sécuriser sa conduite de manière à ne pas se mettre en danger, des exercices pour apprendre à patienter dans la circulation générale, pour développer des stratégies d'attente et d'adaptation, mais aussi développer des exercices pour apprendre à oser sortir la voiture du garage, quitte à s'exposer un peu au regard des autres ou à faire en sorte que les compétences deviennent un peu plus visibles, mais en même temps pour pouvoir avoir du plaisir à utiliser cette voiture. Ce sont à chaque fois des exercices thérapeutiques, d'auto-hypnose, mais pas que, de réflexion, d'analyse du comportement, de modification des pensées pour pouvoir avoir plus de fluidité avec ce fonctionnement. La deuxième métaphore, par exemple, parmi les 15 dont je peux vous parler aussi ce soir, est celle du lait dans la casserole. Cette métaphore est le lait dans la casserole. Donc, comme vous le voyez sur l'illustration,
C'est chaud, c'est bon, ça rappelle l'enfance et les chocolats chauds des soirs d'hiver. Mais si on n'est pas attentif à la manière dont le lait bout dans la casserole, le lait peut se mettre à déborder d'un seul coup et il peut laisser des traces de brûlé sur la plaque de cuisson. Et si ça vous est déjà arrivé, vous avez tous fait l'expérience que c'est quand même très compliqué et pénible de nettoyer la plaque après que le lait se soit répandu sur la plaque de cuisson. Euh, cette métaphore-là, elle est vraiment liée à nos états intérieurs, à la nécessité d'avoir une vigilance à cet état intérieur, de manière à ce que le bouillonnement ne dépasse pas notre pensée, que notre fatigue n'outrepasse pas nos limites. Et là aussi, donc, l'idée de ce lait dans la casserole, c'est celui de mettre en place un régulateur interne de vigilance à nos états intérieurs, de manière à ne pas transformer, à ne pas dégrader l'environnement avec du lait brûlé. Des exercices qui peuvent être proposés en lien avec cette métaphore, c'est d'apprendre, par exemple, à faire le rocher pour se transformer en un état intérieur plus calme et plus serein, afin de limiter ces bouillonnements. Voilà pour cette présentation succincte de l'ouvrage, et Élise et moi allons désormais pouvoir répondre à vos questions. Alors, Ronan, on t'entend pas, peut-être il y a un problème de son. Enfin, moi, je t'entends pas. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Élise et Isabelle, pour cette présentation. Alors, on a quelques questions qui nous ont été transmises. Alors, l'une d'entre elles s'interroge sur l'âge des patients. Est-ce que ce type de techniques sont adaptées à tout à tout âge? Oui, c'est adapté à tout âge, à partir même, je dirais, de 17, 16, 17 ans. Ça dépend un peu de l'intérêt que peut avoir l'adolescent pour ce type de lecture, mais à partir oui, de 17 ans, 16, 17 ans, c'est tout à fait accessible, et il n'y a pas d'âge pour faire des exercices euh, pour, euh, pour apprendre à réguler ses émotions et à gérer ses relations sociales en lien avec ce fonctionnement atypique. Donc, il n'y a pas de limite. Et en termes de démarrage, oui, je dirais plutôt un grand adolescent en fin de lycée, c'est tout à fait accessible. D'accord, très bien. Une autre question concerne le sujet de la fatigue. À un moment dans le livre, vous parlez du cerveau qui ne s'arrête jamais, la nécessité de gérer son niveau d'activité et de repos. Gilles nous demande ce qui fatigue le plus. Est-ce qu'il y a des situations ou des contextes qui fatiguent particulièrement les HPI? Alors, c'est très intéressant. Merci pour cette question. Et c'est pour ça que nous avons consacré le chapitre 5 dans les 7 besoins. Le premier besoin s'appelle se reposer. Et en fait, il est vrai que les adultes à haut potentiel ont une fatigabilité peut-être plus importante que d'autres personnes, avec cette hyperexcitabilité neurologique qui les fait s'intéresser à tout et peut-être avoir l'impression quand ils ne font rien qu'ils perdent du temps ou que leur vie n'a plus de sens. Et donc, il va générer en fait une espèce de suractivité pour répondre à cette question existentielle fondamentale. Après, certains adultes à haut potentiel associent au haut potentiel une hypersensibilité auditive ou visuelle ou émotionnelle, qui est un autre diagnostic qu'il ne faut pas confondre. L'hypersensibilité émotionnelle, c'est une autre façon de faire un diagnostic, mais les personnes peuvent avoir les deux difficultés ou les deux spécificités et avoir besoin aussi de plus de repos à cause de ça. Et puis, fondamentalement, nous pensons avec Isabelle, et c'est un peu comme ça que nous avons orienté ce chapitre, que beaucoup d'adultes à haut potentiel pensent qu'il n'est pas utile de se reposer et qu'ils pourraient comme ça, comme leur cerveau leur propose plein d'idées, qu'ils ont beaucoup de créativité et que naturellement ils rebondissent d'une idée à l'autre, ils pourraient finalement passer leur temps à explorer tous les domaines. C'est un peu l'inverse de la dépression en fait, c'est une espèce d'émulation interne qui rejoint un peu l'idée du lait dans la casserole, justement, qui bout et qui va prendre toute la place. Les idées du haut potentiel peuvent aussi se mettre à bouillir et déborder.
Et nous présentons le repos comme physiologique parce que nous sommes faits dans un corps de matière et que c'est la matière de ce corps qui a besoin de se reposer. Et donc, le repos n'est pas négociable. Ok, très bien, merci. Une autre question concerne la gestion du sommeil. Est-ce que ce sujet et notamment la gestion des insomnies est évoqué dans le livre? Il n'y a pas spécifiquement un chapitre dédié au sommeil, mais Dans le chapitre sur se reposer, il y a des exercices qui sont proposés oui, oui, pour, voilà. il y a des Oui, d'accord. exercices qui sont proposés en lien avec le repos et donc le sommeil. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas un chapitre entier dans le besoin de repos qui est dédié au sommeil, mais il y a des exercices proposés pour gérer la question du sommeil, mais aussi, comme disait Elise, plus globalement du repos, parce que de toute façon, souvent, l'impact du sommeil est lié aussi à la manière dont on a géré notre journée et notre énergie dans la journée. Et donc, on considère que pour les adultes qui ont ce type de profil, c'est vraiment une gestion de l'énergie globale qui va permettre d'améliorer notamment la qualité de sommeil. D'accord. Une question de Guillaume qui demande s'il est plus difficile de prendre en charge en hypnose ses patients. Pour les professionnels de santé, du coup. Là, c'est une Oui, tout à question fait. spécifique Une pour les question à professionnels destination de santé. des professionnels. Alors, la notion de difficulté, pour moi, c'est pas plus difficile. Par contre, ça demande peut-être une formation complémentaire pour apprendre les spécificités de ces personnes avec ce profil et savoir répondre à leurs besoins de façon un petit peu plus spécifique. Et le livre peut servir aussi de soutien aux thérapeutes qui s'intéressent à ce domaine-là pour justement trouver des exercices en rapport avec les spécificités. Après, c'est vrai qu'avec Isabelle, cette euh, orientation de notre travail vers ce public-là s'est fait un petit peu pour répondre à une demande. C'était pas un souhait. On n'a pas décidé en s'installant, tiens, on va s'occuper plus des adultes à haut potentiel. C'est plus ces personnes qui sont venues vers nous. Donc, ce sont aussi des personnes qui s'intéressent à la thérapie et qui s'intéressent à l'hypnose. Et donc, ça s'est fait autour d'une rencontre entre le public et notre intérêt pour ce domaine-là. Et puis, petit à petit, en fait, on a aussi développé ce qui nous a amené à produire cet ouvrage basé sur notre pratique. Bien. Et si l'on est patient, du coup, et si l'on souhaite apprendre l'auto-hypnose, comment on fait? L'idéal, c'est quand même de se faire accompagner au départ par des professionnels de santé qui sont formés à l'hypnose et qui vont pouvoir, soit à travers de groupes d'auto-hypnose, de formation spécifique à l'auto-hypnose ou à travers des consultations individuelles classiques, apprendre, vous apprendre à mettre en place une séance d'auto-hypnose qui réponde à vos besoins. Euh, donc, l'idéal, c'est de se référer à des professionnels de santé qui pratiquent l'hypnose et qui peuvent tout à fait vous apprendre en consultation individuelle comme en groupe de patients ou en formation, entre guillemets, plus spécifique à développer cette pratique d'auto-hypnose. Et une question connexe, peut-être en lien du coup avec ce que tu viens de dire, Isabelle. Est-ce que l'auto-hypnose peut être une solution pour les professionnels de santé, pour entre guillemets, la personne indique pour entre guillemets se protéger de la contagion émotionnelle dégagée par les patients complexes? Donc, est-ce que l'auto-hypnose peut être utile aussi pour les professionnels de santé également, du coup? Alors, L'auto-hypnose est très utile aux professionnels de santé. Élise, excuse-moi, oui, vas-y, je t'en prie. L'auto-hypnose est très utile aux professionnels de santé pour se protéger de la contagion émotionnelle, mais aussi pour gérer la question du repos et du stress et d'éviter le burn-out professionnel. Les professionnels de santé font partie des métiers les plus à risque d'être exposés au burn-out. Donc, pratiquer de l'auto-hypnose, c'est une bonne manière, quelle qu'en soit la raison, de se préserver. Mais oui, en effet, ça peut aussi être utile pour se préserver de la contagion émotionnelle. D'accord, très bien. On a plusieurs questions sur le HPI et les TDAH. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur les différences entre l'un et l'autre? Alors effectivement, oui, c'est très intéressant.
ce sont deux entités vraiment distinctes, en fait, qui peuvent s'associer chez certaines personnes, mais qui ne sont pas liées entre elles de façon automatique. Donc, pour faire les diagnostics, hein, puisque là, c'est des questions vraiment de diagnostics médicaux, le haut potentiel, c'est un diagnostic avec un neuropsychologue qui fait passer ce qu'on appelle un test de quotient intellectuel, qui est un test très ancien, qui a été élaboré au début pour repérer les enfants en difficulté d'apprentissage scolaire et qui est un test normé, c'est-à-dire que le test est réévalué régulièrement et on pose des questions à une cohorte de patients et on obtient des réponses avec un QI moyen dans la population générale qui est à 100 sur une courbe de Gauss. Et on détermine le retard mental quand la personne a moins de 70 et le haut potentiel à partir de 130. Donc, le bilan du diagnostic du haut potentiel se fait avec le neuropsychologue par ce test et qui est un test sur une passation qui dure plusieurs heures avec après un temps d'analyse par le neuropsychologue des résultats, puis une restitution au patient. Et c'est pour ça qu'on différenciait tout à l'heure le haut potentiel et émotionnel, parce que le test de QI qui teste le niveau intellectuel ne pose aucune question sur la gestion des émotions. Donc, c'est vraiment deux entités complètement séparées. Et aujourd'hui, le haut potentiel émotionnel, au niveau médical en tout cas, ne dispose pas d'un test particulier qui permettrait de le définir. Et le TDAH, donc le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc l'hyperactivité, c'est l'agitation motrice, alors que le trouble de l'attention, c'est un défaut de capacité de concentration des personnes qui sont très gênées sur le plan neurologique. C'est un autre bilan. Donc, pour le diagnostic du TDAH, il y a également le bilan neuropsychologique et notamment le test de QI qui, là, ne va pas forcément montrer de haut potentiel. Il peut montrer juste un quotient intellectuel dans la norme et en plus un trouble de l'attention parce que le neuropsychologue, quand il va analyser les fonctions cognitives du patient, va rechercher si le patient a des difficultés au niveau de ses capacités à se concentrer sur la tâche. Donc, par exemple, il commence une tâche et puis au bout il a oublié la consigne, on doit lui répéter la consigne, ou alors il exécute bien l'exercice, mais au bout de quelques minutes, il ne sait plus ce qu'il est en train de faire. Ce sont des exemples très rapides. Hein. Et pour valider ce diagnostic de trouble déficitaire de l'attention, il faudra aussi passer un autre test avec, pour le coup, cette fois un médecin psychiatre, qui s'appelle la DIVA, et qui sont une série de questions examinées par le médecin psychiatre qui concernent à la fois l'enfance et la vie de l'adulte. C'est-à-dire que le trouble de l'attention est un trouble qui est présent dès l'enfance. Ça n'apparaît pas tout à coup à 30 ans, je n'avais pas de problème de concentration et tout à coup j'ai des problèmes de concentration après 30 ans. Ça ne rentrera pas dans le diagnostic du trouble déficitaire de l'attention. Donc, il y a des centres hein, maintenant au CHU, notamment dans les CHU, il y a des centres qui permettent, notamment pour le diagnostic du trouble déficitaire, il y a des centres d'examen un peu spécialisés qui permettent ces diagnostics et aussi les médecins, on peut en libéral faire ce genre de diagnostic. Ok, très bien. Une question d'un participant qui interroge sur est-ce que les exercices que vous proposez, dans quelle mesure sont-ils spécifiquement réservés aux personnes à haut potentiel et est-ce que ça ne serait pas des exercices utiles potentiellement à un petit peu tout le monde? Ce sont des exercices, en effet, qui peuvent bénéficier à toute personne qui souhaite acquérir des compétences, développer des compétences pour mieux gérer ses émotions, mieux gérer ses relations sociales, être plus attentif à son niveau d'énergie intérieure. Donc, oui, tout le monde peut en bénéficier. Après, les exercices qu'on a développés dans le livre s'adressent quand même plus aux adultes à haut potentiel. Euh, en ce sens que il prend plus en compte les subtilités de ce fonctionnement. Euh, le, oui, enfin, je ne sais pas, Elise, si tu as des meilleures Oui, manières que ça d'expliquer. Ça peut faire du bien à tout le monde, mais ils sont quand même un petit peu plus pensés et structurés pour des personnes qui ont ce fonctionnement atypique et qui vont plus s'y retrouver dans l'intensité des émotions et la nécessité de les réguler, dans
la manière de se fatiguer. Une personne qui n'est pas à haut potentiel peut tout à fait être à risque de se retrouver en burn-out, mais elle ne saura peut-être pas passer par les mêmes étapes que les adultes à haut potentiel pour arriver dans cet état d'épuisement. Et donc, en ça, c'est un petit peu plus spécifique quand même. Après, je ne sais pas, Elise, si tu as des compléments ou une Bah, meilleure... si, tout à fait, parce que par exemple, le mode bambou, c'est un mode qui est quand même très spécifique. Et une personne qui va travailler par étapes en sachant parfaitement ce qu'elle fait, où elle en est, j'ai fait l'étape 1, puis j'ai fait l'étape 2, puis j'ai fait l'étape 3, j'ai rédigé 20 pages de mon rapport, là j'en ai rédigé 40, j'en ai rédigé 60, je sais que j'en ai 120 à faire, j'ai divisé le nombre de jours que j'avais de préparer mon rapport et j'ai avancé progressivement vers mon rapport. Du coup, elle va pas comprendre ce que c'est que le mode bambou du haut potentiel, qui n'a rien fait, puis qui, dans l'avion qui l'emmène à son intervention, tout à coup, va, je sais de quoi je parle, va prendre son ordinateur et va finir son PowerPoint de présentation en un quart d'heure, parce qu'en fait, ça fait 6 mois qu'il est en train de germer à l'intérieur et va arriver au dernier moment et à faire sa présentation impeccable. C'est ça aussi la différence dans le mode bambou du haut potentiel, c'est que ce qui est fait à la dernière minute par la personne à haut potentiel est d'une extrêmement grande qualité parce qu'il y a eu ce travail souterrain qui a été fait pour se préparer, alors que chez une personne qui a pas haut potentiel et qui juste travaille à la dernière minute, le rendu va pas être forcément de qualité parce que la personne ne s'est pas préparée en mode souterrain. Donc là, ça va être différent. Et puis la Ferrari aussi, par exemple, ce mode d'hyper-vitesse ou de fulgurance dans certains domaines qui font que les adultes à haut potentiel, dans des réunions de travail, par exemple, vont parler de certaines choses qui sont des choses que le reste de l'équipe de l'entreprise ne s'en rendra compte que dans un an. Et alors, les personnes, du coup, ça tombe un peu à plat, quoi, parce que les gens disent de quoi il parle, pourquoi il nous dit ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire. Et l'équipe pourra parfois dire un an après, tu sais, voilà, il nous avait dit ça, on n'a pas écouté, mais en fait, souvent, les personnes à haut potentiel, les gens ne se rappellent pas qu'elles avaient dit ça il y a un an. Et donc, ça entraîne de la frustration très importante. Et quand l'adulte à haut potentiel s'identifie comme la Ferrari qui est allée beaucoup trop vite et qui a parlé trop tôt de quelque chose qui n'était pas encore prêt à maturer chez les autres, c'est beaucoup plus facile pour lui de noter, par exemple, dans un coin, attention, il faudra que je présente cette idée, et de l'amener à un moment où les autres personnes vont être capables de l'entendre. Et ça, ce sont des spécificités vraiment de l'adulte à haut potentiel. Donc, les autres personnes risquent de moins se retrouver même si certains exercices vont leur parler, tout à fait. Très bien. Alors, quand on est au potentiel, quel est le parcours de soins que vous recommandez et dans quelle mesure l'hypnose peut-elle apporter un plus? Je ne sais pas s'il y a un parcours de soins spécifique, parce que ce qu'il faut quand même dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'adultes à haut potentiel qui vont bien et qui n'ont pas besoin de consultation et qui soit n'ont pas connaissance de leur diagnostic, mais ont eu la chance de se développer et de grandir dans un environnement favorable et pour lequel finalement ces particularités ont été tout à fait intégrées et qui vont arriver à l'âge adulte sans difficulté particulière. Il y a des adultes à haut potentiel qui ont eu connaissance de ce diagnostic dans l'enfance. C'est quand même de plus en plus le cas aujourd'hui des jeunes adultes qui étaient enfants à une époque où on commençait à faire ces diagnostics et qui donc ont pu grandir en intégrant ce paramètre. Donc, il n'y a pas forcément un besoin déjà spécifique de consulter par rapport à ça. Le parcours, il commence à partir du moment où l'adulte ressent le besoin de consulter. Et d'ailleurs, c'est souvent à l'occasion d'une consultation pour un autre motif que se porte le diagnostic, hein. L'adulte va prendre un rendez-vous pour un épuisement professionnel, pour une dépression, pour une rupture amoureuse. Et à cette occasion, ce sera l'occasion pour le professionnel de santé de s'interroger sur le fonctionnement particulier, la manière particulière de présenter son problème ou de réagir au niveau émotionnel. Et c'est ça qui va déclencher un peu ce chemin-là. Si on a envie quelque part de vérifier si on est concerné par le haut potentiel, comme l'a dit Élise, la seule stratégie valable aujourd'hui, c'est celle de faire un test de QI auprès d'un neuropsychologue qui pourra donner des informations factuelles sur ce fonctionnement.
Et puis après, ben, la personne pourra voir si elle a besoin d'un accompagnement spécifique ou pas. Mais j'ai envie de dire que c'est plutôt l'inverse qui se fait, c'est-à-dire un motif de consultation comme il peut arriver à tout le monde dans la vie, qui amène à une consultation avec un psychologue ou un psychiatre, à l'occasion duquel on se dit, tiens, c'est étrange, la façon qu'a cette personne de présenter sa difficulté m'évoque un fonctionnement au potentiel. Et puis, bon, bah, de là, après, se pose la question de faire un diagnostic formel ou non. Mais voilà, c'est plutôt souvent dans ce sens-là que ça se fait que dans l'autre. D'accord, très bien. Alors, on a une question pratique de Marion qui a acheté le livre il y a quelques semaines, qui ne trouve pas les pistes audio. Alors, peut-être dans le un premier élément de réponse. Dans le chat, nous avons mis le lien vers la page d'Uno qui concerne l'ouvrage. Sur cette page, vous pourrez télécharger un extrait du livre et également, en descendant un petit peu, il y a une zone qui est qu'on a indiqué dans le chat, la zone les plus en ligne. Et là, vous pouvez télécharger les fichiers audio correspondant, enfin indiqués dans l'ouvrage. Et une petite précision, vous n'êtes pas du tout obligé d'adhérer à la newsletter de Duno qui vous propose en fait au moment de récupérer les fichiers audio de mettre votre mail pour vous inscrire à leur newsletter de publication. Alors vous pouvez, si ça vous intéresse, c'est un éditeur, hein, donc vous aurez des newsletters, vous n'en aurez pas 300 dans l'année, hein, vous aurez quelques newsletters sur les nouvelles parutions dans ce domaine. Mais vous pouvez aussi cliquer sur un tout petit texte en dessous qui s'appelle J'y vais directement. Et là, vous aurez directement les fichiers qui vont démarrer en fait en ligne et vous pourrez les écouter. Alors, peut-être une dernière question, parce qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont posé sur le fait d'avoir le cerveau toujours en activité, donc jamais au repos, avec toujours une ébullition. Est-ce que vous auriez un petit conseil avant qu'on se quitte sur comment faire dans ce type de cas? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire quand on a le cerveau en ébullition permanente. La première et la plus simple, j'allais dire, c'est de prendre l'habitude de noter, d'écrire, parce que le fait d'écrire, ça permet de créer un ancrage, de déposer l'idée quelque part, et ça permet aussi lorsqu'on s'apprête à réécrire une deuxième ou une troisième fois la même chose, de prendre conscience qu'on l'a déjà écrit. Et donc, ça peut être une première stratégie déjà pour limiter le flot des pensées. Donc, écrire les choses importantes et constater que ce sont un peu les mêmes qui reviennent en boucle. Si ce n'est pas les mêmes et que ce sont plein d'idées, de la même manière, ça peut être intéressant d'écrire ces idées et de consacrer dans la semaine un temps à faire le tri dans ces idées, parce que c'est super chouette d'avoir 150 000 idées, mais en réalité, toutes ne valent pas la peine d'être développées. Donc, on peut aussi se donner un rendez-vous avec soi-même pour une fois par semaine, une fois par mois, faire un peu le tri dans toutes les idées qu'on a eues et essayer de chercher la pépite ou celle qui semble quand même un petit peu plus intéressante que les autres. Les exercices d'auto-hypnose, mais aussi de méditation pleine conscience peuvent aider à revenir à ce qui se passe ici et maintenant, dans le temps présent, de manière à stopper le flux des pensées. La pratique d'une activité physique aujourd'hui, c'est bien montré dans de très nombreux domaines de la santé mentale que pratiquer une activité physique aide à réguler l'activité cérébrale, le moral. Donc, pratiquer une activité physique va aider à se centrer sur des sensations corporelles et à limiter le flux des pensées. Et puis après, voilà, il y a de nombreuses autres stratégies, mais déjà de mettre ça en place dans sa vie, écrire, faire de l'auto-hypnose pour revenir ici et maintenant, se donner un rendez-vous avec soi-même pour faire le tri de ses idées et pratiquer une activité sportive régulière, ça va limiter, non pas arrêter, mais ça va quand même contribuer à limiter le flux des pensées. Parfait. Bah, écoutez, ben, merci beaucoup.
Merci beaucoup pour cette présentation, ces réponses à toutes ces questions. Merci à tous les participants également. Et puis pour de prochains événements, nous vous invitons à vous inscrire à notre newsletter ou à vous connecter sur nos réseaux sociaux. Vous les trouverez sur le site internet hypnose.fr. Si vous voulez aller plus loin également, donc vous avez dans le chat hein, le lien vers le site d'Uno et la page de l'ouvrage d'Élise et Isabelle. Et également, vous verrez sur le site Auto-Hypnose Intégrative un certain nombre d'éléments et de réalisations d'Élise et Isabelle en lien avec l'auto-hypnose, ainsi que leurs coordonnées si besoin. Voilà, merci à tous. Bonne, Merci. bonne Merci, bonne journée. soirée. Au revoir.